Tout d'abord, bonjour à tous. Merci d'être si nombreux en ligne aujourd'hui pour assister à ce webinaire qui nous est proposé par la société de conseil Values and Sense, spécialiste de la culture d'entreprise, qui va nous aider à comprendre de quelle façon créer une culture du travail à distance afin de conserver le lien avec nos équipes durant cette période de confinement et de généralisation du travail. Je remercie tout particulièrement Sabine Drujon, sa présidente, qui va animer ce webinaire et partager avec nous les retours d'expérience d'un certain nombre d'entreprises, tout en nous offrant gracieusement ses conseils bien utiles. Ce webinaire va se décomposer en deux parties. Durant la première partie, Sabine insistera plus particulièrement sur quelques points de vigilance à avoir durant cette période de confinement. Et durant la deuxième partie, en ligne avec vos demandes de conseils pragmatiques, elle fournira une dizaine de recommandations sur la façon de maintenir le lien à distance avec vos équipes, vos collègues ou vos pairs. Et je vous laisse désormais entre les mains expertes de Sabine. Merci beaucoup Bertrand pour cette introduction. Nous allons donc pouvoir démarrer ce webinaire. Alors après une dizaine de jours de confinement, notre besoin de sociabilisation commence aujourd'hui à générer des tensions internes chez de nombreuses personnes. Et le sujet du maintien du lien à distance durant cette période de confinement devient l'un des sujets récurrents dans les différentes demandes que nous pouvons avoir. Et donc c'est la raison pour laquelle nous vous proposons aujourd'hui ce webinaire sur la façon de créer une culture du télétravail afin de maintenir ce lien à distance dont nous avons tant besoin et d'essayer d'éviter, ou en tout cas de limiter, si possible, les différentes conséquences liées au phénomène d'isolement. Je propose de vous donner aujourd'hui quelques pistes, quelques conseils, qu'il vous faudra cependant adapter à vos organisations et à vos équipes respectives, parce que, je ne le répéterai jamais assez, la culture d'entreprise correspond à son ADN. Et donc, tout comme pour l'être humain, l'ADN est unique pour chacune de ces entreprises. Il n'existe donc pas de solution unique, toute prête, des solutions sur étagère, comme on dit, qui pourraient être déployées partout et de la même façon. Donc, mon rôle aujourd'hui sera plutôt de vous aider à partir de recommandations génériques, à vous interroger sur la façon dont vous pourrez adapter ces conseils à vos organisations, afin de rendre ces recommandations plus concrètes. Je partagerai avec vous différents exemples de ce qui a déjà pu être mis en place dans différentes entreprises et dont vous pourrez vous inspirer, parce que pour chaque organisation, l'enjeu aujourd'hui, c'est très clair, c'est de garder ce lien nécessaire à la survie des organisations finalement. Alors comment les entreprises s'organisent-elles ? Comment est-ce qu'elles organisent les échanges entre les personnes qui travaillent à distance ou qui sont en chômage partiel ? Qu'ont-elles mis en place pour limiter l'isolement et puis pour maintenir un sentiment d'appartenance malgré ces conditions inédites ? Après avoir refait un tour d'horizon de la situation et présenté différents cas concrets, je vous proposerai 10 conseils génériques pour garder du lien avec vos équipes, vos collaborateurs, vos collègues. Et bien entendu, certaines d'entre elles peuvent tout à fait être reprises dans le cadre des relations familiales ou amicales. N'hésitez surtout pas, ça peut aider également dans tous ces domaines-là. Alors la première chose à prendre en considération, c'est tout d'abord que les situations individuelles au sein d'une même entreprise peuvent être différentes. Les mesures qui ont été prises par le gouvernement peuvent amener à différentes situations. Vous pouvez avoir des collaborateurs d'une même entreprise qui vont être en télétravail, alors que d'autres seront au chômage partiel ou d'autres encore en arrêt de travail. Donc il conviendra dans un premier temps d'être vigilant sur le type de lien à mettre en place, selon l'encadrement juridique qui est prévu pour chacune de ces situations, encadrement qui est bien évidemment différent.
Vous ne pourrez pas intégrer à des réunions de travail des personnes qui sont en chômage partiel ou en arrêt de travail, par exemple, même si au départ ça part d'un bon sentiment, parce que c'est vrai que probablement ils auront encore plus besoin de votre présence que les autres afin de ne pas se sentir exclus ou abandonnés. En revanche, il conviendra de rester vigilant afin de ne pas franchir le seuil qui vous mettrait à risque, parce que on pourrait penser que vous les avez fait travailler. Rien ne vous empêche en revanche de les intégrer à des cafés virtuels ou à des pots virtuels, comme ça se fait de plus en plus, et de prendre régulièrement de leurs nouvelles afin de vérifier que tout va bien et puis de les tenir informés de ce qui se passe parce que c'est effectivement important. Alors comme convenu, je propose de vous donner quelques exemples de ce que certaines entreprises ont pu mettre en place. Par exemple, pour les salariés qui ne travaillent pas, chez Martin Technologies, les échanges avec les salariés qui sont en chômage partiel se font quotidiennement par WhatsApp, avec 2 groupes dédiés. Donc il y a un groupe pour partager des informations sur la situation et un autre groupe pour partager des moments de vie. Pour les salariés qui n'avaient pas de smartphone, les informations étaient relayées par SMS ou bien les échanges se font sur des téléphones fixes. Stéphane Cazoula, qui est le co-animateur de l'évolution culturelle et organisationnelle chez Martin Technologies, disait à ce propos d'ailleurs que c'était assez intéressant à suivre parce que c'est un condensé de comportements qui sont parfois légers, parfois plus graves, parfois pudiques ou bien aussi extravertis, de temps en temps moralisateurs ou modérateurs. Ça peut créer des tensions, des fous rires, de la fierté envers les collègues qui travaillent, du partage, mais aussi de la découverte de nouveaux talents, que ce soit musicaux, yogi, reiki, des confidences, quoi. C'est la vie au quotidien finalement. Et ce lien social est important parce que il permet, au-delà d'informer en temps réel les collaborateurs, de prendre aussi quotidiennement la température finalement de l'entité. Après, il n'y a pas de règle sur la fréquence des échanges, mais il peut y avoir en fait des réajustements par itération si nécessaire. Pour garder sinon une autre forme de lien entre les salariés, l'entreprise pense également proposer des créneaux en visio. Et puis vient qui veut en fait pour partager simplement sur la façon dont on se sent, dont on vit la situation. Et puis ça peut être également un moment qui va être dédié à diverses questions auxquelles l'entreprise répondra à ce moment-là. Alors là, nous venons de parler de ceux qui ne travaillent pas. Maintenant, abordons les difficultés de ceux qui travaillent et qui sont souvent débordés. Donc la première chose qui me semble importante, c'est d'être vigilant face à l'épuisement potentiel que cette situation peut engendrer. Épuisement qui peut être aussi bien psychologique que physique. Alors la fatigue psychologique, elle pourrait en effet également déboucher sur des situations de burn-out ou de dépression qui ne sont vraiment pas à prendre à la légère. Donc je vous invite à être très vigilant par rapport à ça. Alors la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut agir. Donc chez Serre France, qui est une société d'expertise comptable, les responsables échangent très régulièrement avec les collaborateurs, notamment sur la charge de travail, qui ont sans doute a beaucoup augmenté pour certains, notamment avec les différentes questions que les clients peuvent se poser. Alors ils échangent non seulement sur l'organisation du travail pour s'assurer que les collaborateurs ont ce dont ils ont besoin pour pouvoir produire tout simplement, mais aussi sur leur ressenti individuel. L'entreprise a également travaillé sur une enquête à réaliser auprès du personnel pour connaître en fait son ressenti, son vécu sur cette période de confinement. Et l'objectif, c'est d'avoir une mesure en fait sur la façon dont le confinement est ressenti et vécu par les collaborateurs afin de pouvoir mettre en place des actions nécessaires pour améliorer les situations là où cela s'avérera nécessaire,
Donc que ce soit le matériel de bureau, le réseau ou bien la communication interne ou encore des sentiments d'isolement que certains pourraient ressentir. Il s'agit aussi de partager les bonnes pratiques avec des groupes de discussion qui peuvent avoir lieu entre les différents collègues. Alors certaines équipes se sont organisées pour faire leur pause à 10h30, pause qu'ils font en visio pour maintenir le lien, et d'autres se sont lancés des défis. Alors ça peut être aussi des défis du style comment êtes-vous habillé aujourd'hui. Il y a certaines initiatives qui sont menées en fait ou qui sont pilotées par les directions. Qui montrent l'importance en fait de garder un esprit collectif, même dans le travail à distance. Et on a des liens qui se sont maintenus soit dans un cadre professionnel, lors d'échanges avec le manager ou l'équipe, ou bien des collaborateurs entre eux. Mais d'autres sont également beaucoup plus informels et puis permettent simplement de se donner des nouvelles, de rire ensemble, de dédramatiser. Bref, en fait, de nourrir notre socialisation parce que, ne l'oublions pas, l'homme est un animal social, disait Aristote. Donc c'est important de le garder en tête. Alors parlons maintenant de la culture du télétravail, puisque c'était votre question initiale avec la façon de maintenir le lien à distance. Alors tout d'abord, j'aimerais repréciser que la culture d'entreprise n'est pas quelque chose de figé, contrairement à ce que l'on croit bien souvent. Elle peut évoluer dans différents contextes, par exemple dans un environnement changeant comme c'est le cas aujourd'hui, mais également lors de l'intégration de nouveaux collaborateurs qui pourront influencer la culture d'entreprise d'une façon ou d'une autre. Alors, il est vrai que face à une situation nouvelle comme celle que nous vivons actuellement, il est souvent difficile de savoir de façon instinctive comment se comporter pour être en accord avec la culture d'entreprise. Pourtant, en fait, c'est pas véritablement différent de la façon dont nous pourrions pratiquer traditionnellement. Il s'agira en fait de remettre en place de nouveaux rituels ou bien d'adapter des rituels existants, mais de façon virtuelle cette fois-ci, contrairement à d'habitude. Je vais prendre un exemple. Imaginons que vous deviez accueillir un nouveau collaborateur durant cette période de confinement. Traditionnellement, comment est-ce que vous feriez ? Peut-être lui auriez-vous fait faire le tour des bureaux et rencontrer un certain nombre de personnes qui lui auraient présenté leur activité. Ça se fait dans beaucoup d'entreprises. Cette tradition en fait d'immersion au travers des rencontres de collaborateurs avec d'autres services peut parfaitement se maintenir aujourd'hui au travers de l'utilisation par exemple de la visio ou bien de conf call. Alors évidemment le tour des bureaux sera pas possible, mais certaines sociétés qui fonctionnent à 100% en remote, donc en télétravail en totalité, proposent déjà, par exemple, au titre de ce qu'elles appellent l'onboarding, des coffee shops. Alors ça consiste en quoi ? Ça consiste à passer un petit peu de temps, de façon souvent aléatoire d'ailleurs, avec différents membres de l'entreprise, dans le but de découvrir les différentes activités et puis de prendre un petit peu ce qu'on va appeler le pouls de la culture d'entreprise. Donc voilà l'une des choses, par exemple, que vous pourriez d'ores et déjà mettre en place si vous avez des collaborateurs nouveaux qui doivent arriver dans vos organisations. Alors là, je vais vous donner l'exemple de la start-up GitLab, qui est une start-up californienne qui a été créée en 2011, qui emploie aujourd'hui plus de 1000 salariés et qui est présente dans 65 pays, et dont la particularité est que 100% en fait de ces salariés travaillent à distance. Et ça depuis la création de la société. Donc c'est donc une entreprise en fait qui a vraiment l'expérience de cette culture du travail à distance que l'on peut déployer en fait dans les organisations. Alors qu'est-ce qu'ils ont mis en place ? Différentes choses. Donc par exemple, chaque vendredi, un membre de la direction de cette start-up est disponible pour pouvoir répondre en ligne aux questions des équipes qui sont en télétravail. Donc c'est un moyen en fait de rester proche des équipes qui sont éparpillées un petit peu partout dans le monde. Ils ont également mis en place ce qu'ils appellent des breakout calls.
Alors toutes les 8 semaines, les salariés se connectent en même temps sur Zoom, donc ce qui permet déjà à chacun de se rendre compte de la taille des effectifs de l'entreprise, qui ne cesse de croître assez rapidement. Et au bout de 5 minutes, les appels doivent se diviser en petits groupes afin d'ouvrir des discussions entre les différents membres. En revanche, le mot d'ordre, c'est pas de discussion liée au travail. Donc lors de ces appels, en fait, les membres vont être invités à échanger pour apprendre à se connaître, mais aussi à découvrir le quotidien de leurs collègues qui sont généralement bien différents des leurs, puisqu'ils sont répartis dans 50 pays. Alors vous l'aurez compris, ici, en fait, le but, c'est de créer du lien entre les personnes. Le management de GitLab insiste également sur un autre point, qui est que ce mode de fonctionnement oblige à repenser le management. Encourager le télétravail, qu'il soit total ou partiel, lorsqu'il n'est pas obligé comme aujourd'hui, c'est envoyer aussi un message fort à ses salariés, parce qu'on leur laisse la libre gestion de leur temps d'une certaine façon et de leur espace de travail. Et donc c'est un geste qui témoigne aussi de la confiance que l'entreprise place dans ses collaborateurs. Alors je développerai pas davantage ce point aujourd'hui dans ce webinaire parce que c'est pas l'objet. En revanche, je vous invite à l'avoir en tête parce que replacer en fait la confiance au centre de la relation manager-manager va être probablement l'un des enjeux majeurs que l'on en aura demain, une fois le déconfinement arrivé, parce que je pense qu'on ne pourra plus manager demain comme on manageait hier, ça va être difficile. Alors je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de ce webinaire sur les 10 conseils que je pourrais vous donner pour créer une culture du télétravail en ces temps de confinement. Alors le premier conseil concerne l'information et la communication. Il me semble absolument essentiel d'informer vos collaborateurs, mais aussi vos clients et vos partenaires en toute transparence. Il faut savoir en effet que l'absence d'informations claires représente un facteur de stress aggravé dont vos collaborateurs n'ont véritablement pas besoin en ce moment. En expliquant les dispositifs et les actions que vous aurez mises en place, comme par exemple le chômage partiel, la réorganisation du travail, mais également les actions prévues sur la trésorerie et la solidité de l'entreprise, cela permettra de redonner du sens et de recréer de la confiance. N'hésitez pas à donner des informations concernant la situation économique et financière de l'entreprise, mais également concernant la santé des collaborateurs. Il n'est pas forcément nécessaire de rentrer dans les détails, et l'important c'est que chaque collaborateur se sente concerné. Pour miser sur l'après, il faut être transparent sur la situation et éviter l'hypocrisie. Donc mon conseil aussi, c'est n'en faites pas trop si cela n'est pas dans les habitudes de la société, parce que ça pourrait sonner faux et finalement détruire la confiance que vous essayez d'instaurer. D'autant plus que les collaborateurs seront certainement exposés à des informations contradictoires et auront des appréhensions et des hésitations quant à la marche à suivre. Donner des informations contextuelles et expliquer le raisonnement qui a mené à ces règles pour que vos collaborateurs puissent affiner leur propre compréhension des événements et prendre des initiatives en cas de situation inattendue. Vous devez anticiper les besoins de vos collaborateurs, que ce soit pour leurs déplacements, pour les accès à l'éducation ou encore aux soins, et mettre en place en fait des solutions pour y répondre, en créant par exemple un point d'information central qui regroupera tous les différents renseignements nécessaires. De nombreuses informations circulent aujourd'hui sur les réseaux et notamment les réseaux sociaux
Certaines sont d'ailleurs inexactes et de nombreux salariés comptent désormais sur leur employeur pour transmettre des informations fiables et pertinentes. On a donc un petit peu changé, je dirais, de braquet. Aujourd'hui, l'employeur fournit aussi des informations sur la vie privée. Alors le deuxième conseil concerne les rituels à mettre en place. Des rituels pour rythmer les journées et recréer une culture qui sera le ciment de ces nouvelles relations. Vous pouvez par exemple vous saluer le matin, prendre des pauses café virtuelles, faire des points d'équipe régulièrement par téléphone ou visioconférence et vous dire au revoir le soir avant de vous déconnecter. Vous pouvez également organiser des rendez-vous thématiques, informels, pour maintenir le lien et prendre du recul. Certains font aussi du sport par visioconférence. On crée des chaînes YouTube pour partager des blagues ou bien des moments drôles que vous avez pu filmer chez vous ou autour de vous. Chez Steeples, par exemple, ils ont instauré un rituel assez amusant qui remplace le Friday Wear que beaucoup d'entre vous connaissent. Alors chez eux, le vendredi, tout le monde s'habille en bleu. Le bleu étant la couleur de Steeple, et partage ensuite une photo de sa tenue sur les réseaux. D'autres encore vont proposer des challenges virtuels afin de maintenir l'esprit d'équipe et une forme de compétition bon enfant. Les rituels concernent également, et ça on y pense moins souvent, de nouvelles formes de fonctionnement, de nouvelles normes de fonctionnement, comme par exemple la fréquence des échanges ou les moyens de communication à utiliser en fonction des circonstances ou des urgences. Par exemple, nous nous servons des vidéoconférences pour nos séances quotidiennes d'échange, mais nous allons privilégier la messagerie instantanée pour les urgences. Ça permet en fait de mieux cadrer les outils à utiliser selon les circonstances. Les managers peuvent également indiquer à leurs collaborateurs le meilleur moyen et la meilleure heure à laquelle les joindre dans la journée. Vous pouvez dire par exemple, je suis généralement plus disponible en fin de journée pour des conversations ponctuelles par téléphone ou par vidéo, mais s'il y a une urgence dans la journée, envoyez-moi plutôt un SMS. Vous pouvez aussi observer de loin la communication entre les membres de votre équipe, dans les limites bien évidemment de ce qui est acceptable, mais simplement pour veiller à ce qu'ils fassent bien circuler les informations nécessaires à l'ensemble des acteurs concernés. Il peut être utile également que les managers établissent des règles d'engagement avec leurs subordonnés dès que possible. Idéalement, lors de la première séance d'échange en ligne, par exemple, si certaines décisions et règles peuvent être davantage adaptées que d'autres, l'important finalement, c'est que tous les salariés aient les mêmes attentes en matière de communication. Nous vous conseillons également d'automatiser, si c'est possible, au maximum le traitement des informations et notamment des emails, en choisissant de ne les traiter que par exemple que 2 ou 3 fois par jour à heure fixe par exemple. Pourquoi ? Parce que cette simple décision réduit le sentiment d'être dérangé en permanence et d'avoir à fragmenter son attention. Et en fait, ça améliore votre sentiment de maîtrise des situations et vous permet de gagner en efficacité. Voilà quelques petites astuces. Alors mon troisième conseil serait de fournir des encouragements et un soutien moral aux personnes qui vous entourent. Lors d'un passage soudain au télétravail, il est important que les managers tiennent compte du stress de leurs subordonnés et qu'ils soient à l'écoute de leur anxiété, mais aussi de leurs préoccupations, et qu'ils fassent preuve d'empathie à l'égard de leurs difficultés. Si un collaborateur récemment passé au télétravail a manifestement du mal à s'adapter, mais ne fait pas part en fait de son stress ou de son anxiété, n'hésitez pas à lui demander comment il va.
Posez-lui la question, hein, par exemple, comment se passe le télétravail pour vous ou pour toi jusqu'ici? Cela peut vous permettre d'obtenir des informations importantes dont vous n'auriez probablement pas eu connaissance autrement. Après avoir posé la question, assurez-vous d'écouter attentivement la réponse et reformulez-la éventuellement brièvement pour vérifier que vous avez bien compris. La conversation doit être axée sur son stress et sur ses préoccupations et pas sur les vôtres. D'après des recherches qui ont été effectuées sur l'intelligence émotionnelle et ce que l'on appelle la contagion émotionnelle, les collaborateurs tendent à réagir à des changements soudains ou à des situations de crise comme celle que nous vivons actuellement en fonction des signaux qu'ils vont percevoir chez leur manager. Donc si le manager exprime un sentiment de stress ou d'impuissance, cela aura, en tout cas d'après le psychologue américain Daniel Goleman, un effet de ruissellement en fait sur les collaborateurs. Et donc en général, ce qu'on dit, c'est que les meilleurs leaders adoptent une double approche. Ils reconnaissent le stress et l'anxiété de leurs collaborateurs et peuvent ressentir dans des situations qu'ils peuvent ressentir dans des situations difficiles, mais ils affirment ou ils réaffirment également leur confiance dans leurs équipes en disant par exemple allez, on y va, on va y arriver, ou c'est dur mais je sais que nous allons maîtriser la situation. Ou encore, cherchons des moyens de tirer parti de nos atouts pendant cette période difficile. En bénéficiant de ce soutien, les collaborateurs sont plus à même en fait d'affronter les difficultés avec détermination et motivation. Donc n'hésitez surtout pas. Mon quatrième conseil concerne l'utilisation abusive et unique de l'email. Donc j'attire votre attention sur le fait que l'email ne suffit pas. Il n'est pas possible de percevoir certaines choses comme l'émotion ou comme une certaine détresse psychologique. L'émotion pourra se ressentir par la voix et la santé psychologique par l'apparence physique, mais pas par les emails. Donc se voir et s'entendre, ça rassure et ça permet de vérifier plus facilement que tout va bien. Il est donc dans l'intérêt de tous de disposer d'une, j'allais dire, technologie plus complète que le simple email, comme la vidéoconférence, qui donne aux participants une bonne partie des signaux visuels dont ils disposeraient en fait s'ils se retrouvaient ensemble dans une même pièce. La vidéoconférence présente de nombreux avantages, notamment pour les petits groupes, parce que le fait de voir les autres personnes en fait permet d'accroître la connaissance mutuelle et contribue également à réduire le sentiment d'isolement au sein d'une équipe. La vidéo est également particulièrement utile pour des conversations plus complexes ou délicates, parce qu'elle va avoir une dimension plus personnelle que la communication téléphonique ou écrite. Dans d'autres situations, la rapidité en fait de collaboration sera plus importante que la dimension visuelle. Pour des conversations plus simples et moins formelles qui ne peuvent pas attendre, vous pouvez donc utiliser toutes les fonctions en fait de messagerie individuelle qui sont compatibles pour la plupart avec des mobiles. Donc je fais allusion à des choses comme Slack, comme Zoom, Microsoft Teams, etc. Si votre entreprise n'a pas déjà mis en place ces outils technologiques, il existe des moyens peu coûteux d'en obtenir une version simple, souvent gratuite, bien que ce soit une solution à court terme, et en ayant toujours en tête que ce sont des outils qui ne sont pas forcément adaptés à certains types d'échanges un peu plus on va dire sensibles, ou des conversations aussi assez sensibles.
Donc avant d'utiliser l'un de ces outils, moi je vous invite à consulter votre service informatique pour vous assurer que vos données seront suffisamment sécurisées et peut-être qu'ils vous conseilleront certains outils davantage que d'autres. Le 5e conseil. Alors, sans doute ne le savez-vous pas, mais la santé mentale se dégrade dès que le confinement dépasse 10 jours, avec de possibles stress post-traumatiques, avec des pleurs sans explication, un sentiment de fatigue générale aiguë, des sursauts, des cauchemars intenses qui affectent tous votre bien-être. Le confinement accentue également l'ennui, ainsi que le sentiment d'isolement et d'inutilité. Et donc ce sentiment est un facteur aggravant de dépression. Ce point est par ailleurs accentué chez les personnes qui vivent seules, qui représentent quand même 12% des actifs. Donc ce qui est important, c'est de ne pas hésiter en fait à exprimer ses peurs, sa fatigue, une sensibilité exacerbée ou encore des difficultés à dormir. Et surtout, n'ayez pas peur que l'on vous considère comme quelqu'un de faible ou de fragile. Vous êtes juste quelqu'un de normal. La solitude, en fait, est l'une des plaintes qui remonte le plus fréquemment au travers, en fait, du télétravail, parce que les salariés regrettent les interactions sociales informelles qu'ils pouvaient avoir au bureau et qu'ils n'ont plus dans ces conditions. Et on considère généralement que les personnalités extraverties ont plus de mal à s'adapter à cette situation dans un premier temps, tout particulièrement d'ailleurs si elles n'ont pas la possibilité de converser avec d'autres personnes dans le cadre du télétravail. Et après, en fait, un certain temps, l'isolement peut conduire n'importe quel collaborateur à avoir moins le sentiment d'appartenir à son organisation, et peut même se traduire par une plus grande volonté d'en partir. Et donc c'est pour ça qu'il sera très important de conserver des routines avec des réunions régulières qui vont être planifiées à l'avance, par exemple, afin de conserver ce sentiment d'appartenance. Le moyen le plus facile d'établir des interactions sociales de base, c'est de consacrer un certain temps au début des réunions d'équipe à des questions sans rapport direct avec le travail. Comme par exemple, nous allons commencer par prendre des nouvelles les uns des autres pendant quelques minutes. Vous pouvez commencer par, si vous sortez de week-end, est-ce que vous avez passé un bon week-end ? On considère que les bons managers à distance, en télétravail, appellent régulièrement en fait les télétravailleurs. Il peut s'agir d'une série d'appels individuels, si vos salariés sont relativement indépendants les uns des autres, ou d'un appel avec tous les membres de l'équipe, si le travail présente un fort degré de collaboration. L'important, c'est que ces appels soient réguliers et prévisibles, et qu'ils constituent un moment privilégié dans lequel, ou au cours duquel, vos salariés savent qu'ils peuvent vous consulter et que leurs préoccupations et leurs questions seront entendues. Pour maintenir ce lien à distance, la société ICDAP réalise par exemple sa réunion hebdomadaire Test and Learn à distance avec 11 salariés par visio. Et cette réunion, elle est moins focalisée sur les projets que d'habitude, ce qui permet de partager aussi ce qui se vit en ce moment et de s'assurer que tout le monde va bien. Parce que l'inquiétude, elle est aussi pour les semaines à venir, pour des personnes qui vivraient moins bien le confinement que d'autres. Et dans ce cas, les échanges individuels se mettent en place avec les dirigeants qui sont très vigilants sur l'état psychologique de leurs salariés. Cependant, en fait, le management à distance, il faut être clair, reste plus complexe parce que on sent moins bien en fait les choses que lorsque on a les gens directement en face de soi. Les salariés échangent également entre eux sur des projets spécifiques via la visio et continuent à alimenter en fait le planning partagé. Donc ça aussi c'est un moyen de garder ce lien d'équipe.
Et cette entreprise utilise Slack comme plateforme de communication collaborative, ainsi que le chat et d'autres outils comme ça pour pouvoir continuer les échanges en fil continu sur tous les projets qui sont en cours. Une autre difficulté qui semble ressortir des différentes expériences, c'est que les nouveaux télétravailleurs s'étonnent souvent du temps et des efforts supplémentaires qui seront nécessaires pour obtenir les informations dont ils ont besoin auprès de leurs collègues. Alors quand on travaille à domicile, obtenir la réponse à quelque chose semble une question simple. Sauf que ça peut relever de temps en temps du parcours du combattant. Et ce constat en fait ne se limite pas aux tâches à accomplir, mais s'applique également aux difficultés interpersonnelles qui peuvent surgir entre ce que l'on va appeler les télécollègues. Alors des chercheurs ont constaté que le manque de connaissances mutuelles entre télétravailleurs se traduit par une moindre volonté d'accorder à ses collègues le bénéfice du doute dans des situations notamment tendues. Par exemple, si vous savez que votre voisin de bureau, parce qu'il est à côté de vous, a une journée extrêmement chargée, vous ne verrez pas dans son email un peu brusque, ou en tout cas vous ne verrez dans son email un peu brusque que la conséquence logique de son stress. En revanche, si vous recevez le même email d'un télétravailleur dont vous ne connaissez pas la situation, vous aurez davantage tendance à vous sentir un peu attaqué, ou en tout cas à douter de son professionnalisme. Il est donc important de ne pas hésiter à échanger sur les sentiments qui vous animent et sur les difficultés que vous ressentez, et de partager des moments de convivialité parce que cela vous permettra de renforcer l'écoute et les liens qui vous unissent. En ce qui concerne les entreprises qui ont déjà totalement adopté le télétravail, il y en a quelques-unes, la culture en fait repose sur la construction de temps forts au cours desquels les membres peuvent se voir physiquement, alors soit tous ensemble, soit par petits groupes, ce qui est évidemment pas possible en ce moment. Mais je vous ai donné en fait en première partie l'exemple de ce que l'on appelle les breakout calls, qui permettent de créer du lien à distance en attendant de se voir physiquement. Donc utilisez ces façons de faire et transformez-les en fait en virtuel, de façon virtuelle, en attendant de pouvoir recréer du lien physique. Alors, je voudrais à nouveau insister sur ce point. N'oubliez pas que chaque situation est différente. Certains ont peut-être de jeunes enfants à la maison qui vont passer leur temps à les déranger et à les couper dans leurs activités professionnelles. Pendant que d'autres vivent peut-être à 4 dans 40 mètres carrés et n'auront pas d'endroit pour pouvoir s'isoler et travailler dans de bonnes conditions. D'autres encore vivent peut-être seuls, se sentent très isolés, coupés du monde et commencent potentiellement à déprimer. Imaginons d'autres personnes qui étaient peut-être également en cours de divorce au moment du confinement et qui se retrouvent enfermés avec un conjoint qu'ils ne supportent plus. Voilà. Donc dans la situation actuelle, il est pratiquement impossible aujourd'hui de séparer complètement vie privée et vie professionnelle parce que la vie privée interfère toute la journée sur la vie professionnelle. Et pour pouvoir maintenir un lien de qualité, il devient alors essentiel de comprendre dans quel environnement personnel votre collaborateur ou votre collègue se situe. J'en profite d'ailleurs également pour rappeler cette étude ayant démontré que lorsque deux groupes d'étudiants MBA qui ne se connaissaient pas sont invités à mener une négociation par email, dans 55% des cas, ceux qui ont été invités à aborder directement le sujet obtiennent un accord, ce qui est déjà pas mal. En revanche, il faut savoir que le pourcentage atteint 90%
lorsque ces derniers ont été encouragés à partager des informations personnelles avant d'aborder la négociation. Et par ailleurs, la négociation s'avère plus avantageuse pour les deux parties dans ce cadre-là. Il est donc bien connu qu'il est toujours plus facile de s'accorder avec des personnes que l'on connaît et que l'on apprécie. Donc, prenez donc le temps d'interroger vos collaborateurs, vos collègues, vos pairs, sur leurs activités et celles de leur famille ou leur façon de gérer le confinement, notamment lorsque la situation s'impose. Ce sont parfois en fait de tout petits détails qui permettent de créer des liens plus solides et plus durables et qui sont à la fois gratifiants sur le plan personnel et bénéfiques également sur le plan professionnel. Alors là encore, dans ce cas, il s'agit de donner un peu de soi pour créer la confiance et souder les équipes. Motivation, créativité, productivité, fidélité. L'entreprise a tout intérêt à voir ses collaborateurs développer entre eux des relations amicales ou à minima cordiales et bienveillantes. Pour cela, elles étaient déjà nombreuses d'ailleurs à organiser des moments de partage plus ou moins intimes, les after-work, les escape games, les acrobranches, ou encore des réunions plus ludiques, ou à créer en fait dans les bureaux des lieux de rencontre presque familiaux, où on cuisine, ou bien des salons en fait qui seraient comme à la maison. Bref, elle s'inspirait déjà des startups où le fun constitue une valeur clé, qui est prise très au sérieux et qui contribue d'ailleurs fortement à leur attractivité. Alors pourquoi ne pas continuer aujourd'hui sous un format plus virtuel ? Nous voyons déjà d'ailleurs fréquemment des collègues partager leurs hobbies, partager leurs playlists, leurs recettes de cuisine, ou encore leurs trucs et astuces pour occuper les enfants, parce que c'est pas facile toute la journée. Après, il faut pas confondre pour autant camaraderie et amitié. L'amitié, elle est rare, elle implique un degré de proximité qui est supérieur à celui-ci, et donc il est tout à fait possible et souhaitable d'entretenir des relations avec ses collègues qui seront fondées sur l'entente, la confiance et le professionnalisme, sans pour autant entrer dans la sphère de l'amitié. Et donc ainsi, on aura en fait certains codes qui seront à respecter et on préférera par exemple échanger avec ses collègues sur ses hobbies, donc ses recettes de cuisine, plutôt que sur les derniers détails d'une rupture assez difficile. Enfin, une dernière petite astuce consiste à créer une chaîne de solidarité avec des actions à accomplir, des tours de rôle solidaires qui permettent de maintenir les efforts ou encore des challenges virtuels comme le Home Office Challenge. Alors pourquoi ? Parce que la chaîne, en fait, elle a une représentation symbolique. Elle peut être le symbole de la pénitence et de la tyrannie, mais aussi de l'union et de la solidarité. Ne parle-t-on pas d'ailleurs de chaîne de solidarité ? Chez les francs-maçons aussi, la chaîne d'union est le symbole en fait de la fraternité. Et donc, à l'image des anneaux assemblés les uns avec les autres, les personnes s'unissent dans la fraternité et dans l'entraide. Alors le lien en fait entre les collaborateurs se crée autour d'actions communes, autour d'une cause qui les rassemble en tant que groupe, en tant qu'équipe ou en tant qu'entreprise, et charge à vous finalement de trouver, à vous et à votre équipe, de trouver cette chaîne d'union que vous voulez mettre en place et des causes éventuelles que vous voudriez servir. Donc voilà, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Je vous remercie beaucoup d'avoir été si nombreux à le suivre. J'espère qu'il vous sera utile et que vous pourrez désormais créer cette culture d'entreprise nécessaire en fait au maintien du lien à distance,
ces périodes de confinement. Je vous souhaite une excellente journée et surtout, prenez soin de vous.